Me définir qui je suis, c'est compliqué. On est modulable, les êtres humains. Il ne faut pas se dire que parce qu'on a telle personnalité enfant ou dans l'adolescence, que plus tard, cette personnalité sera toujours là. We will be able to transform the jangling discords of our nation. Lies not in never falling, but in rising every time you fall. Each and every one of our babies come into the world with a very special gift. On incarne en tout cas de la vie. Parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte et que chaque vie compte. Life has taught me to just try and be the best that I can be. We all of us are known differently to different people. C'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui, Kumba, pour cet épisode. Merci en tout cas pour l'invitation. Donc c'est un honneur pour moi aussi de partager ce moment avec toi. Donc Kumba, on va commencer par une question très simple. Qui es-tu? Si tu peux te présenter. Ah là là, cette question, en plus, on me la pose assez souvent, mais j'ai du mal à y répondre parce que je suis quelqu'un qui me cherche toujours. En vérité, j'arrêterai de me chercher le jour de ma mort. Mais c'est dur de me définir qui je suis. C'est compliqué. Je suis Kumba, la fille de Sidi Baradji et d'Halima Baradji. Voilà, déjà, c'est un bon pas. Simple. Je suis quelqu'un d'assez atypique. Je me caractérise comme quelqu'un d'assez atypique parce que je suis jamais restée dans les clous. Je ne suis jamais rentrée dans des clous. J'aime la liberté. J'aime la découverte. J'aime les gens. J'aime les autres. Voilà. Alors moi, ce qui m'a poussé à te contacter, à échanger, à vouloir échanger avec toi, c'est le fait que tu es pour moi une personne qui représente énormément, tant sur l'aspect humain que sur l'aspect également aussi mental. Bon, c'est complémentaire, mais on se comprend. Je t'ai connu dans Koh Lanta, donc à travers les différentes épreuves et dont ce moment mythique avec la chèvre, dont on en parlera tout à l'heure justement. Et ça fait il y a longtemps, ça fait très longtemps maintenant. Et aujourd'hui, en fait, je sais que tu es aussi coach en développement personnel. Tu as eu une histoire très très forte, très émouvante aussi, qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment échanger en fait sur cet aspect-là avec toi, parce qu'en soi, on sait qui tu es, voilà, Kumba, l'aventurière, mais on va surtout en fait aujourd'hui explorer Kumba, la femme, l'humaine en tant que telle. Donc, qui a une histoire et qui continue d'écrire son histoire aujourd'hui. Exactement. Donc voilà. Donc Kumba, aujourd'hui, je vais te poser déjà une première question, donc qui fait suite à celle de l'introduction. Si tu pouvais nous résumer en quelques mots ton expérience dans Koh Lanta. Alors, mon expérience dans Koh Lanta, en quelques mots, on va dire c'est découverte de soi, le plus important plutôt que de la survie, découverte de ma personnalité et de qui je suis et de mes capacités. D'accord. Et quand tu parles de découverte de toi, dans quel sens? Dans le sens que le premier Koh Lanta surtout, j'étais un petit peu gamine, j'avais 21 ans lorsque j'y ai participé et j'étais un peu faux-folle, pas structurée. J'avais un travail bien évidemment en CDI, j'ai ma famille, etc. Mais je ne connaissais pas mes limites, mes peurs, mes craintes, mes valeurs. Et ça, je l'ai appris dans mes différentes participations à Koh Lanta. Donc Koh Lanta a quand même été révélateur de ta personne. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je pense, après tu confirmeras par la suite, mais Koh Lanta, c'est quand même un jeu où voilà, vous êtes mis dans des épreuves assez compliquées, où voilà, il y a un style de vie qui est assez extrême. Et voilà, dans ce milieu-là extrême, vous êtes amené à aller au-delà de votre propre personne et donc justement à vous rechercher et à vous découvrir aussi en tant que tel. Donc tu confirmes bien que ça a permis aussi de te montrer et de te révéler en fait la véritable force qui sommeille en toi. Moi, je dirais que Koh Lanta, c'est un déclencheur. D'accord. Voilà, c'est comme la première en voiture ou la petite étincelle qui allume tout le reste. Koh Lanta, pour moi, ça a été ça. Ça a été un déclencheur surtout. C'était un déclencheur de ma personnalité, de mes capacités. Totalement. Donc, en faisant suite justement à Koh Lanta, ce qu'il faut savoir, c'est que tu y es allé quand tu avais 21 ans. Donc, comme tu le dis, tu étais jeune. C'était la fougue de la jeunesse, si je peux dire ça comme ça. Bon, en vrai, tu es toujours jeune. Merci, c'est gentil. Mais c'était la fougue de la jeunesse. Et en amont, on sait que tu as une histoire voilà, qui est très forte, où tu as vécu beaucoup d'épreuves. Et moi, ce que j'aimerais te demander là, maintenant, actuellement, c'est quelle est la chose déjà dans un premier temps que tu aimerais dire
à la Kumba d'avant? Alors, la chose que j'aimerais dire à la Kumba d'avant, c'est t'inquiète pas, aie confiance. T'inquiète pas, et Aie confiance. confiance. Et confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as également été amené voilà, à vivre avec des frères. Donc, je crois que tu as 3 frères. Trois, Attends, quatre 1, frères. 2, 3. Il y en a tellement beaucoup, je ne sais même plus. Donc, je sais Non, que... j'ai 4 frères Ouais. et 2 sœurs. On est Voilà. 7. Donc, je sais que voilà. Donc, tu as En pas France, mal... hein. On En va pas France, donc il compter y en a ceux du encore... bled. Ah, ils sont 30. Mon père a 30 enfants en tout. D'accord. Exactement. Mais Ok. en France, on est 7. D'accord. Donc, je sais que voilà, tu as donc pas mal de frères, pas mal de sœurs, que vous avez vécu dans un cadre très, très Très restreint. restreint, Donc, exactement. voilà, donc, où tu n'avais pas forcément ton intimité, Mm. mais où c'est assez, on va dire, entre guillemets, comment je pourrais te dire ça? Assez contradictoire, parce que tu es dans un espace restreint, mais tu es aussi à la fois solitaire. Ouais. Donc, normalement, voilà, tu es dans un espace restreint, tu peux parler avec les frères, avec les sœurs, mais il n'y avait pas forcément cela. Et tu as vécu ta vie, voilà, en amont, dans un cadre où tu t'es toujours retrouvé seul. Et on en avait déjà, justement, un peu parlé juste avant qu'on puisse tourner, justement, l'émission. Mais tu es dans une optique aussi de déménagement et où tu as encore, en fait, ce côté solitaire. Solitaire. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai pas toujours aimé être seule, hein. La solitude, l'acceptation de la solitude s'est développée après, avec l'expérience. Quand j'étais jeune, avec mes frères et sœurs, j'adorais être en famille, j'adorais être avec les autres, j'adorais voilà, être en contact des autres. Mais avec mon expérience de vie, en fait, je me suis rendu compte que seule, en fait, je me débrouillais mieux. C'est pas parce que quand on parle de solitude, souvent les gens disent ils ont un petit peu de peine, elle est seule, il y a personne pour elle, etc. Mais non, en fait, on apprend énormément à compter que sur soi-même. Et finalement, qui est notre meilleur allié à part nous? Et Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Dieu a une place très importante dans mon cœur et dans ma vie. Mais en fait, c'est les expériences. Si tu veux, souvent, quand tu sais que tu ne peux pas compter sur les autres, quand tu traverses de grosses épreuves et que finalement, tu es la seule à pouvoir t'en sortir, finalement, tu te dis, mais pourquoi compter sur les autres? Et donc, au fur et à mesure de ma vie, avec les expériences que j'ai vécues, je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne, mais vraiment personne. Mais justement, parce que c'est vrai que tu parles de ton expérience vécue, voilà, du fait que la solitude ne soit pas comme la majorité peuvent le penser. C'est pas négatif. Voilà, que ce n'est pas une chose négative. Mais en tant que tel, est-ce que, à travers les épreuves que tu as été amené à rencontrer, la force dont tu as su faire preuve pour affronter justement ces épreuves-là n'était pas en réalité la personne qui était déjà telle que tu es aujourd'hui? Ah là, la question elle est intéressante. Je ne sais pas. Je pense que c'est les épreuves qui ont fait que je suis devenue comme ça. De toute façon, on est modulable les êtres humains. Faut pas se dire que parce qu'on a telle personnalité enfant ou dans l'adolescence que plus tard cette personnalité sera toujours là. En fait, la vie est en perpétuelle évolution avec ce qu'on rencontre face à soi. Forcément, c'est les épreuves qui nous façonnent par la suite. Et c'est ça qui a fait. Je pense pas que j'avais cette personnalité quand j'étais jeune. Et même, j'en suis sûre, parce que j'étais quelqu'un d'assez timide et réservé en même temps, excentrique aussi. Et j'avais pas forcément confiance en moi. J'étais une bouffonne. J'aime bien dire ça, en fait, quand j'étais petite, parce que tout le monde me voit comme la guerrière, Kumba, elle est forte, mais j'ai pas toujours été forte et j'étais une bouffonne quand j'étais petite. Je me laissais marcher dessus. Je supportais énormément de choses. Je ne me rebellais jamais. Je répondais pas. C'était oui, 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 toujours. Mais voilà, comme je disais, il y a un déclencheur qui fait que tu dis, bah, en fait, assume qui tu es. Et peut-être que je l'avais au fond de moi, cette fougue et ce côté fort et solitaire que j'ai aujourd'hui, que j'assume pleinement. Mais à l'époque, non, peut-être je le masquais. J'ai toujours on a une double personnalité en soi. Peut-être que voilà, il y a un côté qui s'est révélé être utile jusqu'à un certain moment de ma vie, qui n'est plus utile aujourd'hui. Et puis, donc, il faut exploiter la seconde partie de notre personnalité qui est aussi intéressante. Totalement. Mais ce que moi, j'aimerais dire, et justement, comme je t'ai dit, c'est un véritable échange. Mais peut-être que ces épreuves-là ont plutôt été révélateurs de l'éveil de ta personne, dans le sens où je pense que nous partons tous d'une base qui est que nous sommes capables de tout accomplir par la volonté et que nous sommes des singularités
ayant une véritable force en nous. Et que justement, par ces épreuves-là, tu devais être confronté, je pense, à ces épreuves-là. Rien n'arrive par hasard. Exactement. Il n'y a pas de hasard. Voilà, pour révéler la véritable personne que tu es et qui est encore aujourd'hui en constante évolution. Et je dirais même, si tu peux me le confirmer, que c'est dans la faiblesse que tu es forte aussi. Ou du moins que tu as été forte. C'est quand tu es au plus bas que tu ne peux que te relever. Exactement. Donc forcément, moi je dis toujours, pareil que toi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les épreuves qui nous tombent dessus sont là pour nous éveiller. Et forcément, tout ce que j'ai vécu, c'était, comme je te disais, un déclencheur de qui je suis aujourd'hui. Et concernant tes frères et sœurs, par rapport à leur personnalité, est-ce qu'ils ont, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu as été amené à les élever, donc durant une période, tu as porté cette casquette à la fois de grande sœur, mais aussi de maman, de seconde maman. Est-ce que justement cette force que tu as toujours montrée au travers de tes épreuves, tu as pu leur transmettre d'une certaine façon à travers peut-être l'éducation que tu leur as donnée? J'ai essayé de les éduquer au mieux pour qu'ils soient autonomes et indépendants, ne jamais compter sur les autres. D'abord, la première personne sur qui ils doivent compter, c'est sur eux-mêmes. J'ai modulé mon éducation dans cette direction-là. Et du coup, je suis contente parce que limite même ça me gêne. Moi, maintenant, aujourd'hui, ma sœur qui avait 13 ans à l'époque, qui est maintenant maman, elle me demande rarement de l'aide parce qu'elle est très indépendante, elle aime faire les choses seule, elle veut faire les choses seule. Mais du coup, moi, ça me gêne parce que je veux l'aider. Donc, du coup, est-ce que j'ai pas été trop à l'extrême? Mais justement, ça c'est marrant parce que toi, de ton côté, tu aimes bien justement être solitaire. Et elle, maintenant aussi de son côté, donc elle arrive à se débrouiller, à atteindre ses objectifs tout en étant seule. Et toi, en tant que grande sœur, voilà, tu veux essayer parfois de lui apporter ton aide, tu vois, mais elle est en mode non, ils veulent pas. je préfère Mes frères et faire sœurs, ils veulent vraiment tout faire tout seuls. Non, c'est bien, c'est bien. Et je voulais justement te poser encore une autre question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on dit souvent que deux personnes, voilà, qui sont amenées à suivre un chemin similaire, peuvent parfois aussi être amenées à se séparer parce qu'elles peuvent avoir des visions qui sont totalement opposées et totalement différentes. Et certaines personnes vont utiliser justement cette force-là, enfin du moins ces deux personnes-là, de façon totalement différente. Donc une personne peut utiliser cette force-là de manière totalement positive, donc ce qui va lui apporter probablement des choses en retour positives, et d'autres personnes vont être amenées à utiliser cette force de façon négative et qui vont avoir potentiellement un retour par rapport à cette force utilisée de façon négative. Et toi, où est-ce que tu te positionnes? Est-ce que pour toi, la force a toujours symbolisé, entre guillemets, quelque chose qui est peut-être à l'inverse de la sagesse en tant que telle? Non, pour moi, la force, c'est la véritable sagesse, c'est-à-dire que la force ne doit pas être utilisée pour écraser l'autre. Non, la force, c'est quelque chose qui doit être utilisé pour élever les autres. Donc, j'utilise totalement du côté positif, surtout pas négatif. Je suis pas quelqu'un de négatif, je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste, mais pour moi, quelqu'un qui est fort et qui écrase les autres et qui dit oui, moi j'y arrive seul, je peux faire seul, j'ai pas de... Non, c'est pas ça la force. Parce que tu sais, on remarque parce que tu as justement participé à Koh Lanta. Donc Koh Lanta, c'est aussi un jeu de stratégie, donc beaucoup de stratèges aussi. Et justement, cette force-là peut être utilisée comme dans Koh Lanta, tu vois, de façon, de mauvaise façon, et qui peut même aller à l'encontre de ce que peut être la morale peut-être humaine, tu vois, la bonne morale humaine. Et en fait, ce qui est intéressant avec toi, c'est que cette force-là, comme tu l'as dit, tu t'en es toujours servi au travers de tes épreuves, malgré les coups, les blessures que tu as pu recevoir, mais tu t'en es toujours servi de façon à ce que tu puisses justement générer du bien autour de toi, sans forcément penser également à toi. Parce que on t'entend beaucoup parler aussi au travers de tes vidéos, des personnes, de ton quotidien, mais du quotidien des personnes, du fait qu'il faille aider les personnes autour de toi, tout en te délaissant toi-même. Et tu l'as toujours montré par ta force, et c'est très symbolique justement. Alors moi, il y a un truc qui est très, on va dire, qui est très compliqué, c'est que j'adore aider les autres. Mais vraiment, j'adore aider les autres, mais je ne supporte pas qu'on m'aide. C'est fou, hein. Je ne supporte pas qu'on m'aide parce que justement, cette énergie que je donne aux autres, c'est pour les soulager. Et je veux pas qu'ils perdent leur temps à m'aider, en fait. J'aime pas qu'on m'aide, mais on peut creuser pendant des heures, je suis comme ça. Je me délaisse peut-être, oui, mais je l'accepte, j'aime cette vie. Ce côté
altruiste, je sais que je le suis. Je l'assume. Je fais les choses pour les autres. Et moi, j'aime bien dire cette phrase, j'en ai rien à foutre de moi. Mais vraiment, je sais que ça peut paraître dur à entendre, mais moi, je suis tellement en harmonie avec moi-même, mes croyances en Dieu, que ça va, moi, en fait. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. Et quelle est la chose, en tant qu'aujourd'hui coach en développement personnel, tu véhicules, ou du moins tu partages à tes élèves, si je peux dire ça comme ça, la première chose, le premier indicateur que tu leur Alors véhicules? déjà, apprendre à se connaître. C'est D'accord. la base, c'est le départ, c'est la ligne de départ. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras jamais où tu vas. Exactement. C'est la base, c'est la connaissance de soi. Donc moi, dans mon processus de coaching, j'ai la phase qui s'appelle l'état présent, qui dure entre 6 et 8 séances. C'est la plus importante et c'est la plus longue parce qu'on ne peut pas aller vers un objectif si tu ne te connais pas. Et souvent, ce qui est drôle dans mon processus de coaching, c'est qu'au début, les gens, quand ils me contactent, ils me disent, voilà, je te contacte parce que j'aimerais travailler sur ça, j'aimerais faire évoluer ça, je veux ça, je veux, même dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre conjugal ou autre, ou familial même, ils viennent toujours à moi avec un objectif. Quand on travaille sur l'état présent, au bout de 2-3 mois, ils se connaissent tellement par cœur que leur objectif, il change tout le temps. C'est jamais le même, l'objectif A, c'est jamais le même. C'est un autre, parce qu'ils se rendent compte que finalement, l'objectif avec lequel ils sont venus, bah, ça leur correspond pas, en fait. Donc, c'est pas eux. Donc, c'est ça que je trouve génial dans ce métier de coach. C'est, pour te dire, la base de tout être humain, c'est la connaissance de soi. Si tout le monde fait ce processus-là, vraiment, il y aurait moins de guerre dans le monde. Vraiment. Et moi, je pars du principe que c'est exactement ça, parce que, comme tu l'as dit, c'est la connaissance de soi. Et on part du principe, justement, que la personne que l'on est, en vérité, c'est la personne que nous devrions être, quelque part. Donc, tout en précisant que beaucoup de personnes ne se connaissent pas et sont amenées à expérimenter énormément de choses dans leur vie sans pour autant se connaître. Et en fait, ce sont des personnes qui tournent en rond. Mais comme tu l'as dit, à partir du moment où tu te connais, et ben en fait, c'est tout droit. Donc, ça veut dire que les choses que tu seras amené à faire, en fait, tu les fais en ayant conscience de la chose. C'est clair. Donc, c'est une chose, voilà, justement, comme tu le dis, qui est primordiale et qui conduit justement à une ligne directrice. Et un moment marquant, justement, de ta vie, qui a montré, en fait, justement, que tu étais peut-être passé à un autre cap. Alors, j'en ai eu pas mal des événements marquants dans ma vie. Le truc le plus marquant, c'était... en fait, j'en ai plein. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait passer des caps. Alors, on va peut-être aller chercher les plus anciens. Je ne saurais pas quoi dire. Peut-être le départ de chez mes parents. D'accord. J'ai quitté du jour au lendemain, je suis partie de chez mes parents parce que j'étais en conflit avec mon papa, comme je l'ai expliqué il y a quelques temps lors d'une interview. C'était très conflictuel physiquement, il me frappait et puis un jour il m'a cassé le poignet avec une chaise. Et ce jour-là, c'était en fait pendant la diffusion de Koh-Lanta, on s'était pris la tête sur un autre truc, ça n'avait rien à voir avec Koh-Lanta parce qu'il avait accepté. Et il m'avait cassé le poignet avec la chaise et là j'ai pris mes affaires, j'ai dit stop, en fait c'est fini. Et je suis partie. Est-ce que cette épreuve a été l'épreuve qui a permis, on va dire, entre guillemets, de révéler la personne que tu es en ayant conscience de qui tu es aujourd'hui? Alors, je pense que c'est cette épreuve qui a réveillé en fait, ma volonté d'avoir ma liberté. Parce que comme je te disais avant, j'étais soumise, je faisais tout ce qu'on me disait, j'allais là où on me disait d'aller sans forcément être moi finalement. Je faisais ce qu'il fallait faire, ce qui devait être fait, mais pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et cet événement-là m'a fait prendre conscience que je fais ce que je veux en fait. Et depuis, en fait, moi j'ai une valeur liberté aujourd'hui qui était très cachée. Mais c'est en fait, on vient au monde avec nos valeurs. Les valeurs qui sont masquées parce qu'il faut être moulé, faut se mouler à la société, faut être des moutons en fait. Non. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter d'être un mouton. Justement, tu as parlé justement de soumission, du fait de faire les choses parce qu'on te dit de le faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, en tout cas chez les Africains, si je peux dire ça comme ça, il y a beaucoup de cultures, coutumes et d'us, de coutumes, etc. Et justement, en fait, le fait que tu aies tracé ta voie, que tu aies dit non, stop, c'est pas comme ça que je dois avancer. Toi, peut-être que tu le vois peut-être pas comme ça, je vais essayer de te l'apporter de la meilleure façon qui soit, mais tu t'es dit, mais en fait, la culture, non, stop.
parce que justement la culture restreint, entre guillemets. Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons tous, je dirais, une mission à accomplir. Donc tu as justement une mission à accomplir. Ouais. Et cette mission aussi, tu la retranscris à tes élèves à travers tes coachings. C'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, quand tu as été amené à claquer la porte et à prendre tes affaires, entre guillemets, cette mission-là, tu l'as vécue encore aujourd'hui. Et tu t'es dit aussi que, voilà, bah, cette culture dans laquelle j'ai baigné, je dis stop. Ouais. Et le fait que je sois justement dans cet engagement-là va permettre aussi peut-être aux générations futures qui arriveront de comprendre que par ma démarche, cette culture dans laquelle elle baigne, eh ben, elle est totalement illusoire, pardon. Donc, est-ce que ça, tu peux me le confirmer? Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, culturellement, je dirais pas que j'ai fermé la porte à toute la culture. C'est voilà, les choses qui sont limitantes. Exactement. Qui t'empêchent d'évoluer. Exactement. Et ça se retranscrit dans la vie de tous les jours. Quand tu n'es pas heureux dans un couple, dans un ménage ou au travail, barre-toi, quoi, en fait. C'est le destin de chacun est entre ses mains. Et ce jour-là, quand j'ai claqué la porte de chez moi, j'ai décidé de prendre mon destin entre mes mains. Comme toute personne pourrait le faire si elle est malheureuse dans son foyer, si elle est malheureuse au travail, et ben claquer la porte. Et ça, c'est très courageux aussi, parce que, en fait, même encore aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont amenées à être mariées par force, qui sont exclues aussi de leur famille, parce qu'elles se retrouvent, voilà, dos au mur, elles ont refusé un mariage, ou elles ont refusé peut-être autre chose qui fait que, non, on va leur expliquer que, non, dans la famille, ça se passe comme ça a toujours été ainsi, ça s'est toujours passé comme ça, et qui n'ont peut-être pas eu cette force-là, tu vois, dont tu as su faire preuve, pour justement, bah, se dire, écoutez, moi, je peux pas accepter ce que vous m'imposez, parce que la vie que je mène, ou du moins la vie que j'écoute et que je tends à vivre, vous essayez de me la dicter. Et elles n'ont pas forcément cette force-là. Est-ce que toi, au travers de ce que tu as amené à faire, tu véhicules aussi un message à ces personnes-là, à ces femmes-là aussi peut-être qui sont dans cette situation-là, de voilà, ce que vous vivez, ne vous laissez pas faire. En fait, moi, au travers de mes différentes interventions, que ce soit coaching ou conférence, je pousse beaucoup les gens à oser quitter leur zone de confort. Parce que le problème, c'est que même si on est malheureux dans une situation, c'est difficile de faire ce pas-là, de passer d'un cap à l'autre. C'est compliqué. La zone de confort, même si on y est malheureux, eh ben on est quand même en confort. Moi, je coachais une femme qui était malheureuse dans son foyer, avec un conjoint horrible, qui voulait pas partir. Mais je lui dis, mais pourquoi tu restes? Bah parce que j'ai nulle part où aller, j'ai quand même une maison, j'ai fondé quand même quelque chose, j'ai fait tellement de sacrifices pour ça que c'est compliqué de partir. Mais t'es malheureuse, faut essayer de lui faire prendre conscience parce on peut pas dire en tant que coach, un bon coach ne dit pas à ses coachés ce qu'il ou elle doit faire. On doit lui amener vers un cheminement qui lui permette de prendre conscience qu'il faut qu'elle parte. Et par ça, on lui demande, mais tu es malheureuse, mais tu veux pas partir. Qu'est-ce qu'on fait? On a un blocage là. Et c'est l'éternelle histoire de l'être humain, c'est que c'est courant, les gens veulent rester dans une zone de confort, ils ont peur de partir alors qu'ils sont malheureux. Donc, sauter, faut sauter, faut y aller. Simplement. Et toi, justement, tu as parlé de zone de confort. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme étant une personne qui demeure dans une zone de confort? Non, je veux même pas être dans une zone de confort, en fait. Parce que sinon, j'arrête de vivre. Non, je m'ennuierais. Et en fait, j'aime bien chercher la difficulté là où il n'y a pas. Toujours ce sens du défi et de l'aventure. C'est en moi. D'où le fait que tu te renouvelles sans cesse. Je me renouvelle tout le temps. Et au-delà du fait d'être coach en développement personnel, que fais-tu? Je suis également coach sportif parce qu'il faut savoir que moi, je travaille sur tous les corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Je suis aussi formatrice BPGEP, je suis aussi jury pour les passages de diplôme pour les coachs sportifs. Je fais tellement de choses en fait que je ne sais plus. Je fais du doublage de voix aussi en tant que comédienne. Je fais du triathlon. Voilà. Tu as dit que tu étais justement coach coach sportif, si j'ai bien compris. Quelle est la première chose en tant que coach sportif? Parce que voilà, aujourd'hui, on est aussi dans une ère où voilà, les jeunes tendent de plus en plus à faire du sport, à essayer de prendre soin d'eux. Je ne sais pas si c'est véhiculé par les réseaux sociaux à force de regarder, etc. Mais quelle est la première chose que tu transmets justement, tu vois, dans ton coaching sportif?
Coaching sportif, moi, j'aime bien transmettre la régularité. Faut pas en faire trop d'un coup parce que le problème des personnes qui se mettent au sport, les débutants, c'est une grosse problématique. Hein. C'est qu'ils vont se mettre à fond pendant 3 mois et après, on les reverra plus pendant 1 an. C'est les gens qui payent l'abonnement pour rien. Voilà, ils sont fidèles au paiement de l'abonnement pour rien. Ça, c'est sûr. En fait, il y a un principe de progressivité. Il faut y aller doucement au début et s'imposer une régularité. Y aller peut-être 3 fois par semaine, mais maintenir cette régularité toute l'année. Est-ce que tu dirais que cela, du coup, est en soi une force par rapport au fait que, voilà, tu dis qu'il faille que l'on soit régulier? Parce qu'en fait, il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont peut-être pas être régulières, mais qui vont se dire, il faut que j'y retourne. Il y a d'autres personnes qui vont être, d'accord, je vais y aller lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, d'un coup, qui vont lâcher. Ouais. Et comme tu l'as dit, il y a des personnes à qui tu vas être amené à échanger et à qui tu vas transmettre que, voilà, y aller peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Et en un sens, en fait, le fait justement de parler ainsi, de transmettre cela à ces personnes-là, va avoir un élément déclencheur chez elles qui va peut-être les conduire à se dire, ok, d'accord, je sais que c'est dur, mais je vais le faire. Et donc, dans un sens, ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant, mais le fait que tu leur parles ainsi, tu leur transmets aussi un message qui est, tu es régulière ou tu es régulier, mais tu fais preuve de force et de détermination. C'est la discipline. Le maître mot du sport, c'est la discipline. C'est la discipline qui fait qu'on va être régulier, c'est la discipline qui fait qu'on va aller au bout de l'objectif et qu'on ne va pas abandonner. Parce que la motivation, elle est fluctuante. Il faut savoir que même moi qui fais du triathlon à un bon niveau, je m'entraîne entre 12 heures et 14 heures par semaine. Il y a souvent, tu as la flemme d'y aller. Surtout quand tu vois le programme et que tu sais que la séance, tu vas en baver, entre guillemets. Tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu es discipliné. Tu dis que tu as un objectif. Tu dois faire un semi-marathon en moins d'1h20. Donc pour ça, il faut t'entraîner. Et forcément, c'est une roue en fait. Objectif, discipline. C'est ça, exactement. Et tu vois, tu fais plusieurs sports. Et quel est le sport à travers lequel tu te dis très souvent, ah ouais, c'est chaud, mais je vais y aller. Parmi les 3 que je fais. Parmi les 3 que tu fais. Je sais pas. Alors, franchement, les 3, parce que ça dépend des séances. Le vélo, natation, ça va. La course à pied, des fois, les séances sont ardues. La course à pied, vraiment, c'est le plus difficile, mais c'est celui que je maîtrise le mieux. C'est bizarre. Hein. Ouais, c'est celui sur lequel j'ai le plus de talent, j'ai plus de capacité, mais c'est celui qui nous en fait baver le plus. Et à travers tes coachings sportifs, fort du moins, à travers tes coachings donc en développement personnel, est-ce que tu es amené à recommander justement le sport à tes élèves sous forme, on va dire, je te dirais pas d'antidépresseurs, mais d'éléments qui vont leur permettre justement de pouvoir souffler, respirer un bon coup et d'évacuer un peu les mauvaises pensées, on va dire entre guillemets? Alors, pour tout ce qui est coaching développement personnel, en général, moi, je demande, de façon au fur et à mesure de l'état présent, tout être humain a besoin d'un exutoire. Donc, au moment de l'état présent, ça vient naturellement. Chacun trouve son exutoire. Ça peut être au travers du sport ou autre chose, la broderie, les échecs, ou autre chose, pas forcément le sport. Maintenant, moi, je fais un coaching hybride ou Jazzy, comme je le dis depuis quelques mois, j'ai lancé ce programme-là. C'est un coaching qui travaille sur les 3 corps, le corps mental, physique et émotionnel. Donc, je suis une même personne, aussi bien physiquement que mentalement, que émotionnellement. Je fais un reparamétrage des 3 corps. Parce que je me dis, en fait, c'est les années d'expérience qui m'ont fait prendre conscience que j'ai des clients dans le coaching en développement personnel, j'ai des clients dans le coaching sportif, mais des fois, dans le coaching sportif, tu vois qu'il y a des blocages qui sont faits, qu'ils ont des problèmes mentaux et émotionnels. Et des fois, dans le coaching mental et émotionnel, tu vois que le 3e corps, il est négligé, donc il faut rééquilibrer tout ça. Et j'ai pris conscience, de par mon expérience, qu'il fallait que j'agisse, et j'ai la capacité d'agir sur les 3 domaines pour pouvoir aligner la personne vers sa direction. Exactement. Et c'est extraordinaire parce que, comme tu disais, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, au début, parce qu'il faut savoir que j'étais hôtesse de l'air, chef de cabine pendant 11 ans. Oh, t'as vraiment été partout. Ah, moi, j'ai fait tout. On vit une fois. Hein. On vit une fois. C'est bien. Et ma compagnie, elle a fait faillite en 2019. Mais depuis ça, 2 ans avant, je pensais au développement personnel parce que j'avais souvent le retour de mes proches, cousines, sœurs, etc., qui me disaient « Mais Koumba, quand tu parles, on t'écoute, tu arrives à nous motiver, tu arrives à développer l'enthousiasme et la motivation qu'on a, quoi, qui est basse à la base, mais tu arrives à nous motiver. » Donc ça fait son bout de chemin dans ma tête. Et quand ma compagnie a fait faillite, je me suis dit, je vais me former dans le développement personnel. Donc j'ai fait une formation d'1 an. C'est pas les formations d'Internet, là, 3 mois. Non, c'est les vraies formations vraiment complètes. À l'issue de ça, je me suis dit, écoute,
je vais me lancer dans la formation du diplôme d'État pour être coach sportif. C'est pas non plus le diplôme de 3 mois sur Internet, c'est vraiment le diplôme délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Voilà, le vrai diplôme. D'accord. Et comme on disait au début, il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai travaillé sur les deux, je suis diplômée des 2 domaines. Et avec mon expérience dans le coaching, comme je disais, j'ai des clients dans chaque domaine. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est arrivé comme une évidence, c'est que moi, je suis là sur cette terre pour réaligner les personnes au niveau de leurs 3 corps. Ta mission. Ma mission, c'est ça. Ça m'a amené forcément vers ma mission. Et ça marche très, très bien. Du coup, les personnes qui ont un objectif de perte de poids, parce que c'est souvent ça le problème des personnes que j'ai en coaching, ils ont un objectif de perte de poids. Ça marche pas forcément. Ils font 10 000 régimes, ils essayent tout type de sport, ils font tout, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut aller chercher le nœud qui est dans leur tête et dans leur cœur pour pouvoir... parce que le corps humain, il est extraordinaire en fait. C'est vrai. Il crée une défense. Il faut savoir que quelqu'un qui est en surpoids, souvent, c'est le corps qui est extraordinaire. Moi, j'adore... je me suis pris de passion pour l'anatomie. Et tu peux faire tous les régimes que tu veux, tu peux faire tout le sport que tu veux. Si ton corps il a décidé de te protéger avec un amas de poids et de graisse, il te protégera. Maintenant, c'est à toi d'expliquer, d'aller blaguer ta tête pour qu'il lâche un petit peu du lest et qu'il te laisse évoluer physiquement. Voilà. Totalement. Mais justement, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, hein, tu as parlé justement du corps physique, du corps mental, du corps mental et du corps émotionnel. Mais ne penses-tu pas que tout parte de la tête? C'est-à-dire, une personne qui va aller à la salle de sport, qui va s'entraîner peut-être pendant une semaine et qui va lâcher juste après, c'est que quelque part, dans sa tête... il n'avait pas la motivation. Il n'avait pas la motivation, tu vois. Et je pense qu'en fait, justement, une personne, justement, à contrario, qui va y aller beaucoup moins, peut-être même une seule fois par semaine, mais qui va justement se servir de sa tête en se disant, voilà, je vais y aller aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur, je vais aller une fois par semaine, et qui va y prendre goût, va produire plus de résultats sur le long terme qu'une personne qui va s'arrêter au bout de quelques jours. Ah oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la discipline. Le maître mot, c'est la discipline. Quel est ton objectif ? Aller mieux. Après, il ne faut pas aller se dire, oui, c'est une corvée, c'est dur, donc c'est à toi de blaguer ta tête et de te dire, en fait, en mode, je le fais pour mon bien. Parce que c'est quoi le sport ? C'est la santé, c'est la forme, finalement. Si tu vas en te disant, je vais me mettre dans le rouge tous les jours, ça passera pas. Ça passera jamais. Parce que ton corps, à un moment donné, il va lâcher. Et puis, il y a un événement qui arrive souvent, la fissure mentale, j'appelle aussi. Il y a la fissure mentale, parce que la tête aussi, tous les jours, à cogiter sur les séances, oui, c'est dur. À se mettre dans le rouge tous les jours, on ne tient pas. Tandis qu'à faire des séances moyennes, à faible intensité, tous les jours, c'est très bien. C'est sport plaisir, certes, mais ça a beaucoup plus de résultats qu'une personne qui va se tuer à la salle pendant un mois et qui va soit se blesser, soit abandonner parce que overdose. C'est ça. Est-ce que tu pourrais me confirmer qu'au travers du sport, le fait que tu te forges peut-être ce corps-là, ça travaille aussi mentalement, et que cette acquisition, entre guillemets, tant sur l'aspect physique que sur l'aspect mental, va avoir un impact direct dans ton quotidien. C'est-à-dire que dans des situations où tu vas te retrouver à faire des choix ou à, je dirais pas imposer, mais faire valoir ton propos, tu y mettras de la force. Si tu peux me le confirmer. Je confirme, mais exact. Mais en fait, moi, j'aime pas parler de force, parce que force, tout de suite, c'est rude. J'aime bien parler de discipline. Vraiment, c'est vraiment ce mot-là qui fait que, en fait, quand tu vas voir les résultats, ça va te discipliner, en fait, ça va te motiver. C'est la petite carotte qu'on donne pour avancer. C'est, là, je me sens mieux, j'ai des résultats, je suis plus performante, ou performant, Et ce côté discipline qu'on a dans le sport, en fait, de résister, d'y aller même quand il pleut, qu'il neige ou qu'il vente, ça forge la discipline mentale dans la vie de tous les jours, personnelle et professionnelle. On abandonne. Quelqu'un qui fait du sport a beaucoup moins de chances d'abandonner que quelqu'un qui ne fait pas de sport. C'est vrai. Et c'est vrai, et c'est prouvé parce que nous, on a des jeunes dans le triathlon. Dans mon club de triathlon, il y a beaucoup de jeunes qui passent le bac. Mais tu sais quoi ? Ils sont tous en bac S et ils l'ont tous avec mention. Les chiffres le montrent. C'est vrai que c'est impactant. Non mais c'est vrai que c'est impactant. Quelqu'un qui fait pas de sport, il n'a pas l'habitude de se faire mal ou de se dépasser, d'aller au-delà de sa zone de confort. Mais quelqu'un qui fait du sport, c'est son quotidien. C'est clair. Donc travailler dur pour avoir quelque chose, il sait faire. Quand tu sais le faire au sport, tu le retranscris facilement dans la vie de tous les jours. C'est clair. Et
ce qu'on se disait depuis le départ, donc du coup, tu vois, par rapport à la force, par rapport au sport, Mm. à l'engagement aussi, parce que tu es une personne très engagée, Mm. est-ce qu'il y a une personne féminine, hein, dont tu as été amené à suivre l'histoire et qui t'a énormément marqué? Sincèrement, Mm. personne. Personne. Il n'y a personne qui m'a marqué sur cette terre au point que je me dise, oh, je suis fan de cette personne, je suis admirative de certains parcours de vie, mais il n'y a personne qui m'a marqué. Vraiment. Plutôt dans le sens où, par le fait de regarder cette personne-là de loin, si je peux m'exprimer de cette façon-là, tu t'es dit, ah ouais, elle est forte. Franchement, jamais. Personne. Mais vraiment. Donc, tu t'es vraiment toute focus seule. sur toi, Toute seule. Je n'ai pas besoin d'envier ou une attitude vraiment, il n'y a personne qui m'inspire au point que je puisse copier son attitude ou avoir la volonté d'être comme cette personne. Non, il n'y a personne. Non, totalement, parce que ça revient à la chose que l'on dit très souvent. Nous sommes qui nous sommes. Qui nous sommes, donc voilà. tu es qui tu es exactement. Voilà. Et ton histoire n'est toujours pas finie dans tous les cas. Parce qu'en fait, le fait de s'inspirer, de dire, voilà, je vais m'inspirer de telle personne, ben en fait, tu n'es pas toi. Tu veux devenir cette personne et tu prends un cheminement pour devenir cette personne, mais qui ne correspondra peut-être pas à toi. Exactement. Et donc, d'une certaine façon aussi, pour compléter ce que tu viens de dire, tu te laisses mourir. Ouais. Parce que la chose qu'il faille comprendre, c'est que beaucoup de personnes, voilà, se voient au travers de d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Mais le fait de te voir au travers de d'autres personnes conduit à ce que toi, tu meurs. Ouais, exactement. Et donc, tu te négliges totalement. Et c'est dommage, parce que si tu vis au travers de d'autres personnes, ça veut dire que, quelque part, tu vis la vie d'une autre personne. Ouais, exactement. Donc voilà. En tout cas, Kumba, je te remercie 1000 fois pour cet échange. Avec plaisir, c'était vraiment... Je te remercie 1000 fois. Moi, je te considère comme une grande sœur aussi, parce que je te regarde au travers de tes posts, de tes publications, Koh-Lanta. Et je continue de te suivre encore aujourd'hui, même par rapport à ton déménagement. Donc, toujours solo. Et, oui. Donc, ça change pas. Donc, en tout cas, merci pour cet échange-là. Merci à toi. Et c'est la fin de notre émission.